Alors, moi, j'ai en fait deux requêtes par rapport aux gens qui sont déjà présents sur le live. La première, c'est un besoin personnel. J'ai besoin de voir les personnes, le visage des personnes pour pouvoir continuer cet échange en me sentant aussi à l'aise. Et puis en même temps, il faut dire que l'intelligence émotionnelle, c'est une capacité à voir l'expression du visage et à pouvoir comprendre le sens de cette expression. Donc, si vous me le permettez, ouvrez vos caméras. Bien sûr, ce n'est pas une exigence, c'est juste une demande. Deuxième chose, c'est que j'ai envie de poser la question. Alors, déjà, moi, j'ai prévu une présentation en anglais, puisque tu m'as dit c'est We Consult. Donc, Ah, ça va être en anglais. non, mais j'ai pris en considération que ça va être en français par contre. Ok, l'essentiel, c'est qu'on puisse se comprendre. Après, l'utilisation de la langue, c'est un outil. Donc, je disais que deuxième chose, par contre, là, ça va être éventuellement une demande, mais avec une intensité beaucoup plus forte. C'est qu'est-ce que vous attendez de ce live? Merci, Moed. Donc, tu as déjà mis la cam. Ah, voilà, il est là. Bonjour. Merci, Rachid. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce live? Je prends la parole. Pour moi, en fait, je suis déjà accoutumé à cette thématique. On anime plusieurs ateliers dans cette thématique, dans plusieurs assos, mais c'est toujours un sujet qui est assez important et un sujet, en fait, qui est assez entreprenant aussi parce que ça permet à chaque fois de découvrir le point de vue des autres et de découvrir, en fait, qu'est-ce qu'on peut réaliser, qu'est-ce qu'on peut changer dans notre vie et personnelle et professionnelle grâce à l'incarnement des billets et grâce à l'incarnement des principes de l'intelligence émotionnelle. Ok. Donc, ce que tu cherches, c'est un renforcement, on va dire, et éventuellement un approfondissement. Oui. Ok. Euh, Bonjour. Voilà. Hayat, tu attends quelque chose de spécifique par rapport à cet atelier, puisque tu me dis que tu es en baccalauréat cette année. Oui, oui. Déjà, la première fois que j'ai entendu, c'est-à-dire que j'entendais de ce terme, c'était dans la compétition DigiGirls Morocco, parce que je suis une mentee avec eux. On est dans la phase régionale. La séance précédente, ils nous ont ramené un formateur qui nous parlait d'un truc. Et il a cité le terme intelligence émotionnelle, mais il ne l'a pas expliqué. En fait, je l'ai googlé, mais la seule chose que j'ai trouvée, plutôt, parce que je ne l'ai pas trop cherché, c'est-à-dire l'idée globale que j'ai, c'est que c'est le fait de savoir gérer ses émotions et ne pas être contrôlé par eux. C'est tout. Et donc, j'aimerais bien découvrir ce que c'est et comment le pratiquer surtout. Ok. Merci de ton retour. Serachi, tu avais quelque chose à rajouter? Oui, alors par rapport à la formation, ce que je veux savoir, c'est tout simplement tout d'abord parce que c'est la première formation pour moi sur ce sujet, Emotional Intelligence, c'est-à-dire savoir tout d'abord c'est quoi Emotional Intelligence et sa relation avec le leadership et comment on peut améliorer, si on peut dire, notre leadership et notre impact sur la société, tout en savoir beaucoup sur l'intelligence émotionnelle. Super. Donc, en fait, ce qui compte pour toi, c'est mettre le lien entre le leadership et l'intelligence émotionnelle, et puis comment est-ce qu'on peut développer le leadership à travers cette compétence d'intelligence émotionnelle. Merci. Wissal, Bonjour encore une fois. Pour moi,
est-ce que je peux prendre la parole en anglais, s'il vous plaît? As you like. Okay, thank you. I have pretty knowledge about emotional intelligence, and what I would like to know is how to maintain people's emotions. Apparently, your followers, since you are a leader, how are you gonna manage their emotions in a specific context? Like for me, I know how to read emotions by listening to them. I don't know how to manage their emotions. So the question is about how to manage emotions. Yes, please. Okay, Thank you. merci. Hanan? Non, elle est pas là. Bon, j'ai l'impression qu'on va quand même démarrer. Ok. Alors, bonjour tout le monde, encore une fois. Et merci d'avoir pris le temps et de nous rejoindre aujourd'hui pour cette session. Donc, aujourd'hui, on va entamer le concept naissant de l'intelligence émotionnelle et la façon dont nous pouvons gérer nos émotions. Ce webinaire serait un test pour tous les participants, que ce soit sur le plan professionnel autant que sur le plan personnel. Donc aujourd'hui, on a Madame Ikhlas Ferran, qui est CEO de iProgress et qui est une coach exécutive. Elle a toujours ajouté à ses sessions différentes activités pour donner vie à l'expérience, ainsi que je pense qu'elle va nous répondre sur la façon dont nous pouvons gérer différentes émotions et dans différentes situations quand même. Alors, je vous cède la parole, Madame Ikhlas. Merci Salama. Alors, moi, j'aimerais bien faire quand même un petit historique de notre collaboration toutes les deux. Ça a démarré, je pense, au mois de février, tout à fait, dans le cadre de Masterpiece. Oui, exactement. Tu m'avais contacté pour Great Minds Meeting. Oui, effectivement. L'objectif, effectivement, de l'ensemble des sessions sur lesquelles j'interviens, c'est que je puisse être, on va dire, source de motivation déjà pour suivre l'atelier ou suivre le live. Et deuxième aspect, c'est que les gens puissent prendre conscience de l'ensemble des ressources dont ils disposent pour effectivement améliorer la compétence. Donc, d'abord, une sorte de motivation, ensuite, une ouverture vers ce que j'ai comme compétences pour que je puisse les transmettre aux autres, ou éventuellement une ouverture sur soi pour que je puisse repérer ou faire aider les autres ou les participants à l'ensemble des ateliers que j'anime, à ce qu'ils puissent repérer eux-mêmes quelles sont les ressources dont ils disposent et comment est-ce qu'ils pourraient éventuellement les afficher, les exposer et les exploiter. Parce que souvent, nous avons des compétences, mais nous ne les utilisons pas parce qu'on pense qu'on ne les a pas ou parce qu'on se dit c'est tellement évident. Donc, maintenant, peut-être que l'objectif de chacun d'entre nous, c'est qu'il puisse repérer qu'est-ce qu'il a comme ressources et comment est-ce qu'il peut les déployer. OK? Alors, parler de l'intelligence émotionnelle, oui, effectivement. Moi, j'ai découvert l'intelligence émotionnelle à partir des années 2000, je pense 2012 ou 2013, là où j'ai lu l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Il faut dire que l'intelligence émotionnelle est un concept qui date depuis bien longtemps. Et c'est un concept qui parle de deux aspects. Le premier, c'est l'intelligence et le deuxième, c'est l'émotionnel, donc les émotions. Alors, avant de lancer, on va dire, mon speech par rapport à ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, surtout en rapport avec un leader, j'ai quand même prévu un petit questionnaire que je voulais partager avec les participants pour qu'ils puissent me donner un feedback sur leur conception. Parce que souvent, l'intérêt de la thématique ou l'intérêt de l'ensemble des thématiques que j'assure, c'est que je puisse vérifier est-ce que les personnes ont véritablement le sens exact du concept. Parce qu'on entend souvent parler d'intelligence, mais on a souvent associé l'intelligence à tout ce qui est mathématiques, scientifique, et on ne pense pas forcément que l'intelligence puisse être aussi
sur la façon de parler, sur l'utilisation des mots, sur la communication et même sur l'utilisation des émotions. Donc, le premier aspect, c'est que je puisse effectivement vérifier est-ce que les participants comprennent le sens du mot. Le deuxième intérêt de cette thématique, c'est que vous puissiez voir qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, dans le marché de travail, on parle souvent de gens intelligents émotionnellement. Et on parle souvent de statistiques qui reflètent effectivement que le taux de personnes qui réussissent leur vie, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, c'est des personnes qui sont intelligentes émotionnellement. Donc, le quotient d'intelligence qui était associé à Einstein, ce n'est pas forcément ce qui intéresse aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Ce qui intéresse, c'est d'avoir un quotient d'intelligence moyen, mais d'avoir un quotient d'intelligence émotionnelle qui soit assez élevé. D'ailleurs, moi, je me suis fait certifier en intelligence émotionnelle et je suis effectivement analyste dans ce sens. Et c'est un test qu'on peut faire aux clients qui permet de vérifier le taux d'intelligence émotionnelle par rapport à chaque composante de cette intelligence et en même temps de travailler sur comment est-ce que je peux développer chaque composant. Et le troisième aspect, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut être leader. Mais le concept de leader n'est pas forcément un concept qui est assez, on va dire, clairement défini. Donc, deux choses essentielles pour moi dans le cadre de cette présentation, c'est que je puisse faire en sorte que le concept de l'intelligence émotionnelle soit un concept, on va dire, plus simplement compris et compris sur la base de réalité. Et le deuxième aspect, c'est que je puisse vérifier avec vous, effectivement, c'est quoi la notion de leader, quelle vision vous avez du leadership, et en même temps, mettre le lien entre le leadership et l'intelligence émotionnelle, surtout qu'il y a énormément de liens. Moi, j'ai même envie de dire que la compétence essentielle d'un leader est une compétence associée à l'intelligence émotionnelle. Et puis, travailler avec vous ensemble, avec des petites activités sur comment est-ce que je peux développer chacune des composantes. OK ? Donc, je disais que j'ai un questionnaire. Alors, le questionnaire, il est sur 3 questions essentielles. La première, c'est quoi un leadership? Et en même temps, quel est le leader selon vous? La deuxième, c'est quelles sont les compétences qui sont associées au leadership? Troisième question, c'est qu'est-ce qu'une intelligence émotionnelle et comment est-ce qu'un leader peut être intelligent émotionnellement? D'accord? Donc, 4 questions. Intelligence émotionnelle, c'est quoi? Plutôt, leader, c'est quoi? Et c'est quoi un leadership? Deuxième question, c'est quoi les compétences nécessaires, the skills of a leader? Troisième chose, c'est quoi une intelligence émotionnelle et quel est le lien ou comment est-ce qu'un leader puisse être intelligent émotionnellement? Si vous voulez réfléchir, mais sans prendre trop de temps de réflexion, l'essentiel pour moi, c'est les mots qui vous viennent. Quand je parle de leadership, quel est le mot qui vient? Quelle est la définition qui vient? Quand je parle de compétences associées au leadership, à votre avis, c'est quoi les 3 premières compétences nécessaires à un leader? L'intelligence émotionnelle, c'est quoi cette intelligence? OK? Et j'aime bien que l'ensemble des ateliers que j'anime soient interactifs parce que pour moi, je ne suis pas simplement formatrice en intelligence ou formatrice sur d'autres thématiques. Je suis aussi consultante coach. Et un coach, c'est un entraîneur. Donc, c'est quelqu'un qui doit vérifier l'état des lieux et en même temps accompagner pour qu'il puisse y avoir une évolution. Donc, l'objectif d'ici 17h30, c'est que vous puissiez ressentir, ah ben voilà, moi au moins j'ai compris ce que c'est et je sais comment est-ce que je peux le déployer. C'est ça l'objectif. D'accord? Bien entendu. Super. Alors, en général, le mot leader, je ne sais pas si vous voulez prendre un petit moment de réflexion ou allez-y, lancez-vous. Hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a votre réponse qui compte parce qu'après, on va trouver le moyen d'ajuster et de faire correspondre votre perception un peu du mot ou du concept par rapport à la réalité du concept. Nouhed, j'ai une nouvelle personne, Nouhed. Non? Pas prête. Je veux prendre la parole. Super, merci Wessel. Je vous en prie. Donc, un leader est une personne qui dirige un groupe ou un ensemble de personnes
Et le leadership est la manière dont cette personne les dirige. Ce sont les comment dire. Les mots-clés qui, à ton avis, représentent le leadership et le leader. Non, le leader, c'est la personne qui Oui. dirige un groupe. Et le leadership, c'est la manière et la façon dont cette personne dirige. Parce qu'on constate qu'il y a différents types de leadership et différents types de cultures qu'on utilise dans le leadership. Par exemple, l'hiérarchie ou bien l'adocratie. Ça dépend de la personne elle-même. Oui. Quelle était la deuxième question, s'il vous plaît? La deuxième question, elle est associée aux compétences nécessaires pour un leader. D'accord, donc je pense les compétences qu'un leader doit avoir sont euh, Tu n'es pas obligé de donner toutes les réponses, hein. L'essentiel pour moi, c'est que tu participes. Et je te remercie pour ça, parce que ça demande aussi du courage. je vous en prie. Je vais y penser et je vais vous Super, répondre. ça me convient. L'essentiel, c'est que si je reproduis un peu tes mots, Wessal, tu parles de leader quand il s'agit d'une personne face à un groupe ou à une équipe. Et tu parles aussi de directive. Donc, c'est une personne qui va diriger un groupe ou une équipe. Donc, pour toi, c'est aussi une relation hiérarchique ou autoritaire, puisque je vais diriger. Ce n'est pas tout le temps une relation autoritaire ou hiérarchique, mais on doit savoir quand on doit utiliser chaque relation, dans quel contexte. Tu as tout à fait raison, effectivement, parce que le leader, c'est quelqu'un qui va savoir ajuster son mode de management par rapport à son équipe en fonction on va dire, des besoins de cette équipe et en fonction de l'évolution par rapport à l'objectif. L'essentiel, c'est qu'un leader, c'est quelqu'un qui va accompagner un groupe, une équipe, pour atteindre un objectif commun. OK? Alors, le leadership, effectivement, c'est le charisme, c'est la manière avec laquelle cette personne va pouvoir accompagner son équipe. Donc, c'est l'ensemble des qualités qui font d'une personne un leader et d'une autre personne quelqu'un qui a besoin de développer ou de renforcer son leadership. Donc, c'est la capacité à accompagner. En fait, le leader, il opère sur 3 volets. Le premier volet, c'est le volet déjà d'avoir une vision par rapport à son équipe, d'avoir une vision, d'avoir un objectif à présenter déjà à son équipe, et il a le devoir quelque part d'influencer et de persuader son équipe que c'est un objectif commun pour tout le monde. Le deuxième volet, c'est que pour pouvoir atteindre cet objectif, il doit opérer sur 2 axes. Le premier, c'est que je puisse connaître mon équipe. Parce que je ne peux pas être leader, je ne peux pas accompagner mon équipe si je ne connais pas l'ensemble des compétences existantes de cette équipe. Et le deuxième axe sur lequel j'opère par rapport à ce management d'équipe, c'est que je puisse motiver cette équipe et lui permettre de progresser. Donc, remarquez, premier volet, c'est que je puisse avoir une vision pour l'équipe et que je puisse la transmettre. Deuxième volet, c'est que je puisse connaître mon équipe et lui permettre de progresser. Et troisième volet, c'est que je puisse développer et renforcer la cohésion dans cette équipe, l'unité dans cette équipe. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui va avoir des compétences associées à la communication. Un leader, c'est quelqu'un qui va avoir des compétences associées à sa capacité à avoir une pensée stratégique, donc une vision stratégique pour son équipe. Un leader, c'est aussi quelqu'un qui va savoir motiver son équipe. Alors, si je prends le premier axe qui est l'axe de… J'ai besoin de vérifier aussi, est-ce que vous me suivez? L'axe Oui, on de vous suit, vision madame. et de… On vous suit, oui. Le premier axe, c'est la pensée stratégique. Je peux avoir une pensée stratégique, c'est-à-dire avoir cette capacité à voir plus loin, avoir une vision dans le futur. Et j'ai fait effectivement un atelier dans le sens de la projection future.
Si je veux être un leader, il est important que je puisse développer ma capacité à me projeter dans le futur. Mais il ne s'agit pas forcément juste de rêver de ce futur. Il s'agit d'agir pour concrétiser ce futur. Mais la première étape, c'est que je puisse le rêver, le visionner et que je puisse communiquer. Donc, si je veux être un bon leader, c'est important que je puisse avoir une pensée stratégique et que je sois capable de communiquer cette pensée. Et bien sûr, je ne vais pas la communiquer juste pour en parler. C'est important que je la communique pour que je puisse persuader mon équipe d'adhérer à cet objectif. Deuxième volet, c'est que je puisse manager cette équipe. En général, les gens, ils ont l'impression que le management, c'est juste que je fais pour atteindre l'objectif. Si je ne connais pas cette équipe, donc c'est important que je puisse être proche et de développer une proximité. Et quand je dis proximité, c'est-à-dire que je sois capable aussi de lire l'expression du visage de mon équipe. C'est pour ça que j'ai demandé aussi à voir au visage, parce que c'est l'expression du visage qui va parler de votre état émotionnel. Et c'est votre état émotionnel qui va me dire est-ce que vous êtes en train de suivre ce que je vous propose ou est-ce que vous souhaitez que je revienne sur un autre axe? Surtout que ce n'est pas forcément un atelier ou un live en présentiel. OK? Et que nous avons aussi un timing réduit. Deuxième aspect ou deuxième axe par rapport au management d'équipe, c'est que je puisse les aider à progresser et donc les motiver pour qu'ils puissent renforcer davantage leurs efforts, renforcer davantage leur énergie et leur persévérance par rapport à l'atteinte de l'objectif. Et le dernier volet, c'est que je puisse être capable de développer la cohésion de cette équipe. Souvent, les gens, ils trouvent beaucoup plus simple de travailler seul que de travailler en équipe parce qu'ils se disent travailler seul, au moins je connais mes compétences, je sais comment je suis, je sais sur quel aspect je vais pouvoir avancer, sur quel autre, je n'ai pas besoin d'avancer. Par contre, travailler en équipe, ça veut dire que je sois capable aussi d'interagir positivement avec mon équipe. Et le leader, il a ce rôle effectivement de renforcer la cohésion de son équipe et l'unité. D'accord? Alors, moi, oui. Désolée. Je dirais aussi qu'un leader doit être honnête parce que pour aligner mon équipe avec ma vision et mon objectif, je dois gagner leur confiance. Et je dois aussi être passionnée par ce que je fais et pouvoir transmettre cette passion à mon équipe. Et je pense aussi être humble car le leader travaille pour le bien des autres, pas pour sa propre ambition. Je te remercie, Wessal. Alors, effectivement, un leader, c'est quelqu'un qui est supposé être honnête aussi. Être honnête dans le sens où ce qu'il dit va être forcément ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Et ça, je te remercie d'attirer l'attention parce qu'effectivement, c'est un point essentiel dans la communication. Si je veux réussir ma communication, c'est important que je puisse être quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Vous ne communiquez jamais avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas développé de relation de confiance. Vous ne l'écoutez pas d'ailleurs. Donc, effectivement, une base de communication, c'est que je puisse être quelqu'un qui inspire la confiance. D'accord? Et le deuxième aspect sur lequel tu as communiqué, effectivement, c'est d'avoir une passion, donc de transmettre cette passion. C'est pour ça que j'ai dit une projection future et que je puisse être capable de la transmettre et de persuader mon équipe que c'est leur avenir. Et le troisième volet sur lequel tu as communiqué, tu as dit que c'est quelqu'un qui est voué à, on va dire, à la réussite des autres. La réussite des autres est aussi significative de sa propre réussite. Il n'y a pas de contradiction. Souvent, les gens, ils ont l'impression que quand je réussis, les autres vont échouer, que c'est contradictoire. Mais en fait, ce n'est pas contradictoire. Celui qui travaille seul, c'est quelqu'un qui va avancer rapidement, mais qui va s'arrêter rapidement aussi, parce que l'interaction avec les autres, c'est ce qui va stimuler notre motivation, c'est ce qui va stimuler notre compétitivité aussi. Et le fait que je travaille en équipe, le fait que je sois dans un groupe en train de travailler, effectivement, je vais avancer moins rapidement, mais le trajet, enfin, l'objectif serait beaucoup plus grand.
Donc, un leader, c'est quelqu'un qui ne voit pas de contradiction entre ses aspirations à lui et les aspirations de son équipe. C'est quelqu'un qui va trouver les pans et qui va faire en sorte que ça fonctionne pour son équipe parce que de toute façon, c'est lui le leader. C'est lui qui est supposé faire réussir son équipe. Et ce n'est pas forcément au détriment de sa propre personne. Oui, c'est vrai. OK? Ouais. Donc, s'il vous plaît, et merci beaucoup, Wessal, pour ça. Toutes les personnes qui sont présentes avec nous et ceux qui nous regardent, c'est important que vous puissiez voir que votre évolution n'est pas contradictoire avec ceux des autres. Votre progrès n'est pas contradictoire avec celui des autres. Vos besoins, nous avons tous les mêmes besoins, c'est juste une différence de stratégie pour atteindre les besoins. Nous avons tous besoin de nous sentir en sécurité. Dites-moi, quelqu'un qui n'a pas envie de se sentir en sécurité. Tout le monde a besoin de se sentir en sécurité. D'ailleurs, c'est le seul moyen, c'est le premier besoin au niveau de la pyramide de Maslow. Et même au niveau des autres analyses des besoins de l'être humain, nous avons besoin de nous sentir en sécurité pour pouvoir avancer. Deuxième besoin que nous avons tous besoin de reconnaissance, à des degrés différents, mais nous avons tous besoin de reconnaissance. Troisième besoin, nous avons tous besoin de progresser. Imaginez quelqu'un qui ne progresse pas. C'est quelqu'un qui est voué à la mort. Le seul moment où le corps ne progresse pas, c'est un corps qui est mort. Donc, nous avons tous les mêmes besoins. J'ai cité 3 exemples de besoins. Je pourrais en citer d'autres. Mais l'essentiel pour moi, c'est que nous avons tous les mêmes besoins, peut-être à des moments différents. L'objectif, c'est que vous preniez conscience que ce n'est pas contradictoire. Quand j'ai besoin de sécurité, ce n'est pas contradictoire avec le besoin de progrès chez l'autre. C'est peut-être complémentaire. Je me sentirai en sécurité si l'autre me permet aussi de progresser sur des compétences. Il se sentirait en progrès s'il contribue à ma propre évolution. Remarquez, quand on était enfant et qu'on nous demandait d'expliquer quelque chose à notre petit frère ou notre petite sœur, nous étions tellement fiers qu'il puisse comprendre ce qu'on lui a expliqué. Donc, c'est aussi un besoin que nous avons de contribuer aux autres. Le fait que je participe là à cet atelier, le fait que Salama, elle en parle aussi, c'est aussi un besoin de contribuer à la connaissance des autres. Et c'est satisfaisant pour nos personnes. C'est une forme aussi de réalisation de soi. OK? Donc, je continue un peu sur cet aspect intelligence, cet aspect leadership. Alors, j'ai dit, un leader, c'est quelqu'un qui va accompagner son équipe par rapport à un objectif ou à une vision future. Donc, l'objectif, c'est qu'il puisse atteindre cette finalité. Deuxième aspect, c'est que si je suis un leader ou un bon leader, c'est important que je puisse avoir une vision stratégique, donc une capacité de se projeter dans le futur, avoir la possibilité et avoir la compétence pour manager mon équipe, c'est-à-dire connaître mon équipe et lui permettre de progresser et d'être motivé. Et le troisième volet, c'est de créer de la cohésion. Alors, si on prend chaque composante ou chaque étape de ce leadership, première, c'est que je puisse avoir une vision stratégique. Alors, avoir une vision stratégique pour mon équipe, ça dépend de quoi? Ça dépend essentiellement de la façon avec laquelle je me perçois moi en tant que leader et la façon avec laquelle je perçois mon équipe. Je ne peux pas avoir de projection si j'ai une perception négative, et de moi et de mon équipe. Donc, c'est important en tant que leader d'avoir la capacité de me projeter à travers l'image que j'ai. Et là, c'est une conscience de moi. Donc, remarquez que le premier volet, ça parle de la conscience de soi. Deuxième volet qui est le management de mon équipe. Alors, manager mon équipe, c'est la connaître. Donc, c'est aussi conscience de l'autre. La motiver, c'est aussi avoir des compétences sociales. Si je prends le dernier volet, développer la cohésion, c'est que je puisse effectivement être dans l'autorégulation, dans la maîtrise de moi-même. Pardon? J'ai une question par rapport tout simplement à comment connaître mon équipe. Est-ce qu'on connaît une équipe à travers, par exemple, un questionnaire ou à travers le travail, ou exactement comment on la connaît? Ok, on va rentrer en détail par rapport à ça. Juste le temps que je puisse avancer sur le leadership, parce qu'on est déjà à 17h15 et je n'ai pas encore entamé le volet intelligence émotionnelle.
Donc, je disais que le troisième aspect qui est développer la cohésion, c'est que je puisse être capable de maîtriser mes émotions parce qu'effectivement, travailler en équipe, ça va provoquer des émotions. L'interaction avec les autres, ça provoque des émotions. Donc, que je puisse être dans la maîtrise de soi, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui de l'autorégulation, et être capable de gérer aussi et de manager les émotions des autres, de manière à créer des liens de solidarité et d'action positive et d'interaction positive entre moi et les autres et entre les autres ensemble. Ok, donc là, remarquez que j'ai ressorti sur les compétences d'un leader la conscience de soi et la connaissance de soi. J'ai ressorti la capacité à être dans la conscience collective ou la conscience sociale, c'est ce qu'on peut appeler aussi l'empathie. Le troisième aspect, c'est que je puisse être capable de m'auto-motiver et de motiver mon équipe. Donc, ça parle de compétences sociales. Et la dernière, c'est que je puisse être dans la maîtrise de moi-même et aussi le management des émotions des autres. Alors, figurez-vous que ces aspects du leadership sont des aspects qui sont composantes essentielles de l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, comme j'ai dit, elle est un mixage entre l'intelligence qui est la capacité de… Alors, écoutez bien parce qu'on nous a donné de fausses informations quand on était à l'école. On croyait que l'intelligence, c'était avoir un baccalauréat scientifique. Ce n'est pas forcément le cas. Alors, intelligence, c'est développer des compétences qui peuvent m'aider à résoudre ou à solutionner des situations problématiques que je vis. Donc, ça n'a rien à voir avec les mathématiques, physique et les autres matières scientifiques. Ça a à voir avec ma capacité à analyser et à trouver des solutions sur la base d'une créativité. OK ? La deuxième composante, effectivement, de l'intelligence émotionnelle, c'est les émotions. Donc, que je sois capable d'utiliser mes émotions pour solutionner des situations, pour manager des équipes. Et les composantes de cette intelligence émotionnelle sont la conscience de soi et la connaissance de soi, sont l'autorégulation, la maîtrise de soi. Donc, que je sois capable de maîtriser mes émotions. Donc, je suis maître de mes émotions. Ce n'est pas elles qui sont maîtres de moi, mais c'est moi le maître de mes émotions. Troisième volet, c'est que je puisse être capable de m'auto-motiver, de stimuler mes efforts régulièrement. Quatrième volet, c'est que je puisse être capable d'avoir une conscience sociale, donc d'avoir de l'empathie, la capacité à accueillir les émotions des autres et à les comprendre. Et la dernière partie, c'est les compétences sociales, donc pouvoir interagir avec les autres et les influencer, les persuader de mes idées. Alors, première chose de l'intelligence émotionnelle, c'est que je puisse être capable de me connaître. Souvent, j'entends les gens dire « je ne sais pas ce que j'ai, je ne suis pas forcément à l'aise, je ne suis pas forcément dans mon état ou dans mon élément aujourd'hui ». Ça parle d'un problème de conscience de soi. Et qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas forcément conscients de nous-mêmes? C'est que nous avons tellement de distractions, tellement de parasitage que nous ne sommes pas capables de nous concentrer sur nous-mêmes. Alors, si je veux développer ma capacité à être conscient de moi-même, c'est important que je puisse prendre des moments pour moi, à m'écouter. Vous allez me dire, ce n'est pas toujours évident. Oui, si j'ai un problème de gestion du temps, je ne vais pas savoir intégrer un moment pour moi. Mais si je développe ma gestion du temps, si je développe aussi ma vision de cette conscience de soi comme étant on va dire une priorité dans ma vie, parce que souvent les gens, ils cherchent à satisfaire les autres et on ne pense pas forcément à nous satisfaire de la façon avec laquelle nous sommes supposés nous satisfaire. On pense que nous satisfaire, c'est avoir un diplôme, c'est avoir un poste de travail, c'est avoir un appartement, c'est avoir une voiture, c'est avoir un mari ou une femme et des enfants. Ce n'est pas forcément ça la vie. La vie, c'est aussi apprécier tout ce qu'on peut avoir. Et ce n'est pas forcément tout ce qu'on peut avoir comme chose matérielle, c'est aussi tout ce qu'on peut avoir comme compétences, comme valeurs, comme comportement, comme relation. Et aussi, ni'am ديال الله سبحانه وتعالى كثير إلا مشينا قلبنا فيها راه ما نقيلوا الحمد لله ونشكروا ما نعطيوهاش حقها. Donc, la conscience de soi, c'est pouvoir s'accorder un temps de réflexion sur ce que je suis et ce à quoi j'aspire. Mais c'est aussi un moment de réflexion sur quelles sont les compétences que j'ai. Alors, par rapport à cela, moi, ce que je propose à
à l'ensemble des bénéficiaires de mes ateliers, je leur dis, vous avez déjà entendu parler de la matrice SWOT. C'est une analyse qu'on propose dans l'entreprise, dans le cadre du marketing. C'est aussi une analyse qu'on propose dans le cadre du personal branding ou du développement personnel, dans lequel on cherche quelles sont les opportunités, les forces, les menaces et les weaknesses, les faiblesses. Moi, je leur dis, écoutez, au lieu de garder weaknesses and threats, les menaces et les faiblesses, je vous propose de remplacer ça par les challenges. Donc, vous gardez strength, force, opportunité et vous mettez comme troisième aspect challenge. Challenge, c'est les défis que vous allez avoir aussi bien en interne qu'en externe. Donc, au lieu d'avoir une matrice SWOT, vous allez avoir une matrice SOC ou une réflexion, une analyse SOC. Strengths, opportunities and challenges. Pourquoi je propose ça? Parce que je me dis, si je dois faire une réflexion sur moi et que j'intègre des mots négatifs, ben forcément, la stimulation serait biaisée. Alors que si je me dis c'était challenge, ben forcément, j'ai la capacité de pouvoir les réussir. Si je parle de faiblesse, remarquez déjà le mot faiblesse a un impact négatif sur notre corps. تنسمعوا faiblesse تشوك لنا اللحم ديالنا او تتقبض لنا القلب ديالنا تنسمعوا menace ou ça fait peur. On n'a pas forcément envie de réfléchir. Par contre, quand on parle de challenge, on a envie d'avancer, on a envie de réussir ces challenges, de réussir ces défis. Je ne parle pas de challenge extraordinaire, hein, sachant qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Tout est possible pour l'être humain. Tout ce qui n'était pas possible aujourd'hui. Mais je parle de capacité à se fixer des objectifs et à les réussir. Deuxième aspect, c'est l'autorégulation. C'est ma capacité à maîtriser mes émotions. Souvent, les gens, quand ils sont, on va dire, en difficulté émotionnelle, ils ont du mal à maîtriser les émotions de dialogue, mais les émotions sont au nombre de 4. Enfin, les émotions primaires sont au nombre de 4. On connaît d'ailleurs la joie, la colère, la tristesse et la peur. Récemment, l'analyse transactionnelle a ajouté le dégoût, la surprise. Pour moi, le dégoût, c'est attaché à la colère. Je n'aime pas, donc je suis en colère, j'ai envie que ça change. Et la surprise, c'est rattaché à la peur parce que ce qui me surprend peut me faire peur. Donc, on va garder que les 3 émotions. Alors, si vous êtes capable de recenser les émotions que vous ressentez et d'exprimer réellement et concrètement quel est le besoin derrière chaque émotion, vous avez déjà développé votre conscience de vous-même. Et vous êtes sur la phase et sur le chemin de développer votre maîtrise de vous-même. Quand on se met en colère en général, c'est parce qu'on a l'impression, hein, c'est juste une impression. C'est un sentiment d'avoir été victime d'injustice ou d'avoir été victime de non-respect ou encore qu'on a l'impression d'avoir perdu le contrôle. On a tous besoin de contrôler des choses. Le malheur, c'est qu'on ne peut contrôler que soi-même. Enfin, le malheur, c'est peut-être le bonheur, hein. Donc, je disais que si je veux décortiquer l'émotion colère, je vais comprendre qu'en fait, c'est juste des sentiments que j'ai, donc des interprétations de la situation vécue. Et si je veux maîtriser mon émotion, c'est important que je puisse vérifier l'interprétation. Est-ce que c'est une interprétation réelle ou est-ce que c'est juste ma perception du geste, hein? Souvent, les gens se mettent en colère quand quelqu'un arrive en retard parce qu'ils considèrent que c'est un manque de respect ou que c'est un comportement inadéquat et inconcevable, alors qu'en fait, ce n'est absolument pas un manque de respect, c'est juste que la personne qui vient en retard a du mal à gérer son temps. Ou encore, qu'elle croit ça arrive souvent dans les couples, que la fille croit que quand elle va venir en retard et que l'homme va l'attendre, ça va lui donner plus de valeur. C'est pas faux, c'est pas vrai, hein. C'est juste des attentes. Mais l'essentiel pour moi, c'est que vous prenez conscience que quand vous êtes face à la colère, le besoin réel, ce n'est pas un besoin de se sentir respecté parce que le respect, votre valeur, vous êtes le seul à le déterminer. C'est le besoin que ça change. J'ai besoin que ce comportement change. J'ai besoin que la situation change. C'est pour ça que je vais me mettre en colère. Alors, qu'est-ce que vous pouvez changer dans la situation? Le Covid, tout le monde a été en colère au démarrage parce qu'on nous a demandé de rester chez soi. Qu'est-ce qui était possible de changer? Si on allait contre la loi, ce n'était pas forcément dans notre intérêt, que ce soit par rapport à la loi ou encore par rapport à notre propre santé. Mais le fait qu'on a changé la perception de الاكتسمية ديال الحجر الصحي أو اللي سماوه بزاف الناس الحبس الصحي راه ممكن نسميها الحماية الصحية ديالنا.
Remarquez que la سميتيها الحماية الصحية, qu'est-ce qui a changé? تسمية, et donc la colère اللي كانت ما غادي تبقاش. Ok? Je n'ai pas forcément le temps de rentrer sur l'ensemble des émotions, mais c'est important pour moi que vous puissiez comprendre qu'un leader, c'est d'abord quelqu'un qui va comprendre et accueillir ses émotions et pouvoir bien les gérer, parce que bien les gérer, ça parle d'une intelligence effectivement. C'est moi qui est maître de moi-même et je ne laisse pas mon contexte extérieur maîtriser qui je suis. Deuxième aspect, c'est que je puisse renforcer ma compétence en tant que quelqu'un d'empathique, donc quelqu'un qui est prêt à accueillir le sentiment des autres. Alors souvent, ce que j'entends aussi dans les échanges des gens, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui va commencer à se plaindre d'une situation ou qui va vivre une émotion, bah, tout de suite, la réaction des autres, ils vont lui dire « Ah, c'est fait. ما كانش عليك على توصل لهذه القضية هذه ولا راه ما قصدش شيء لاخر. Ou là, quand il y a quelqu'un qui est véritablement dans la joie, on va lui dire ouais, ou là, quand il y a quelqu'un qui vit un problème, on va commencer à lui donner des solutions, comme s'il n'est pas forcément capable de trouver lui-même ses solutions. Donc en fait, on n'est pas dans l'empathie. Là, on est dans la démonstration que moi j'existe et que je sais et que je vais te donner la solution. Alors que le besoin de la personne qui ressent l'émotion, ce n'est pas forcément que tu puisses te présenter en tant que quelqu'un qui sait, parce qu'il sait de toute façon que tu sais. Mais ce qui l'intéresse, c'est que tu puisses l'accueillir et l'écouter et lui donner ce moment de présence et cette curiosité par rapport à ce que lui peut ressentir. Et remarquez qu'il y a pas mal de gens, moi par rapport à mon activité de coach, j'ai pas mal de clients qui me disent « j'ai pas l'impression d'être entendu, d'être écouté à l'extérieur. Et je viens chez vous parce que j'ai besoin de me sentir écouté. » Donc, remarquez que l'empathie, c'est que je puisse écouter l'autre sans forcément le juger. Alors, si je suis un leader, comment est-ce que je peux écouter pour répondre à ta question, Sérachid? Pour répondre à ta question, comment est-ce que je peux connaître mon équipe si je suis capable d'observer les émotions qu'ils ressentent, de remarquer aussi les compétences qu'ils ont envie de développer ou qu'ils ont déjà, de remarquer les interactions, la façon avec laquelle ils formulent leurs phrases, les mots qu'ils vont utiliser. C'est ça aussi connaître mon équipe. Ce n'est pas à travers un questionnaire. Je peux leur formuler un questionnaire, d'ailleurs, je peux leur proposer une prestation d'analyse des comportements ou d'analyse de l'intelligence émotionnelle ou des moteurs de comportement. Mais c'est une analyse dans laquelle ils sont supposés garder leur propre rapport. C'est une décision propre à eux de partager ça avec vous. Par contre, moi, si je suis un leader, il faut que je sois capable d'observer, de donner du sens à ce que je vois, à ce que j'entends, bien sûr en étant curieux, en posant des questions. Genre, si j'ai un coéquipier ou un collaborateur qui se sent mal et que je vois qu'il se sent mal et qu'il n'en parle pas, ben, je peux lui poser des questions, je peux lui dire que quand je te vois comme ça, moi j'ai le sentiment que tu ne te sens pas à l'aise, que tu ne te sens pas épanoui, est-ce que tu veux bien m'en parler? Et là, le fait que j'ouvre cette communication, cette voie d'échange, c'est un aspect très important. C'est ce qui va développer et renforcer la confiance dont tu as parlé, Wissal, tout à l'heure. Je ne peux pas me sentir en confiance avec quelqu'un qui ne s'intéresse pas à moi. Il peut s'intéresser à moi, pas forcément à travers un questionnaire qui va me poser ou qui va me soumettre, parce que de toute façon, je peux camoufler les réponses, je peux répondre les réponses que lui veut entendre, mais ça ne sera pas forcément moi. Et le dernier aspect, c'est que je puisse être capable d'interagir positivement avec les autres de manière à stimuler leur motivation, de manière à influencer aussi leur choix. Et ça, c'est en fonction du langage que je vais utiliser, c'est en fonction aussi de ma capacité à accueillir ce qu'ils sentent et à les connaître. Je ne peux pas interagir positivement avec quelqu'un si je ne le connais pas, si je n'arrive pas à repérer de quoi est-ce qu'il a besoin. Et je parle aussi, enfin, je veux insister sur cet aspect. En fait, ma compétence sociale, c'est ma capacité à utiliser un langage approprié à chaque contexte. Et quand je dis approprié à chaque contexte, je parle aussi, parce que remarquez, hein, si vous avez deux personnes, deux managers, un manager qui n'arrête pas de se plaindre du fait que vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs, du fait que c'est loin, du fait que vous ne faites pas d'efforts, ça ne va pas vous donner envie de contribuer avec lui, de pouvoir agir pour pouvoir concrétiser les objectifs. Par contre, si vous avez quelqu'un
qui voit vos efforts, qui voit ce que vous déployez comme énergie, qui vous connaît, qui cherche à comprendre pour quelles raisons on n'a pas atteint les objectifs, c'est-à-dire qu'il utilise un langage positif. Et là, je peux faire référence à la communication non violente, qui est aussi un axe de développement chez le leader. La capacité à communiquer sans être violent avec les autres, en prenant le temps d'observer, de refléter, de relater, de rapporter ce que je ressens et de proposer des solutions. Voilà, j'ai essayé de faire le tour un peu par rapport à la notion d'intelligence émotionnelle et de comment est-ce que je peux la développer. Bien sûr, il y a d'autres aspects, il y a d'autres outils que je peux utiliser pour développer mon intelligence émotionnelle. Ça peut être le kit de survie. Hein. C'est quelque chose que je propose à mes clients, ou ce qu'on peut appeler aussi le kit de bien-être. En fait, avant d'aller vers une colère que je ne peux pas maîtriser, c'est important que je puisse recenser quelles sont les situations de stress, les situations dans lesquelles je vais me sentir agressée et que je puisse en parler autour de moi, de manière à ce que mon entourage puisse comprendre que si je suis agressif par rapport à cette situation, c'est parce que moi, j'ai le sentiment d'être agressif. Donc, ce n'est pas forcément contre eux, c'est juste une réaction. Le kit aussi de bien-être, c'est quand je vais repérer l'ensemble des situations où je suis dans un bien-être. Et quand je sens que l'émotion va déborder sur moi, je vais focaliser ma concentration, focaliser mon attention sur ce qu'il y a de positif, sur ces situations où je me suis sentie épanouie, où je me suis sentie en confiance. L'intelligence émotionnelle dans le cadre du leadership l'aide aussi à gérer les conflits. Et quand je veux gérer un conflit, c'est important que je puisse rappeler les points communs avec cette personne et ce qu'elle a fait de bien. Parce que si je me focalise sur ce qu'elle a fait de mal, forcément le conflit va s'amplifier encore davantage et il n'y aurait pas de solution, en tout cas dans l'immédiat. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je suis déjà dans les temps, mais je suis prête à vous accorder encore 5 minutes si vous avez des questions auxquelles je pourrais apporter des réponses. Je commence avec ma question. Donc, oui. Vous avez mentionné la situation actuelle par rapport au Covid-19 et je voudrais bien savoir si, avec la distanciation sociale actuelle, on a déjà rencontré des challenges sur le côté personnel ainsi que professionnel et surtout sur les émotions et pour gérer les émotions. Ainsi qu'on s'est mis face à une adaptation qui était obligée. Donc, est-ce qu'on serait toujours capable de couvrir l'analyse et l'interaction avec nos coéquipiers ou en tant que leader? Oui, alors effectivement, merci de ta question parce que pas mal de gens reviennent avec cette question de distanciation sociale. Est-ce que je serai toujours un leader proche? Parce qu'on a besoin de se sentir proche aussi de son équipe. Alors écoutez, je pense que la formulation de leadership n'est pas forcément appropriée à la distance physique ou rattachée à la distance physique. La notion de leadership, elle est rattachée à la distance, à la proximité en termes de compréhension, en termes de connaissance. Forcément, j'ai eu le temps de connaître mon équipe. Et si je n'ai pas eu le temps avant le Covid, c'est peut-être le moment de mieux les connaître. Et de les connaître à travers le fait que je sois curieux par rapport à qui ils sont, par rapport à ce qu'ils souhaitent avoir, par rapport à comment est-ce qu'ils souhaitent le faire. Ça peut être frustrant pour les gens qui sont dans le besoin d'être proche physiquement aussi des autres, mais je pense que nous avons chacun des challenges, des défis auxquels nous sommes capables de faire face. Qui aurait pensé que les gens seraient capables de rester chez eux pendant 2 mois? Et il y a des gens qui ont réussi ce challenge. Qui aurait pensé que les gens vont maintenir une activité physique chez eux? Il y a des gens qui ont réussi. Hein. Il y a des gens qui se disaient avant, je ne peux pas avoir une activité physique si je ne sors pas dans un club. Et moi, c'est vrai que je n'associais pas forcément ça au club, mais je me disais, si je veux avoir une activité physique, c'est important que ça soit en plein air. J'ai réussi à maintenir une activité physique chez moi. Qui aurait pu croire qu'on aurait pu quand même avoir un planning, on va dire plus ou moins organisé, avec aussi des aléas de la présence des enfants chez soi.
Avant, les gens ne pensaient pas être capables de faire du télétravail. Aujourd'hui, il y a quand même 70% d'entreprises qui ont fait du télétravail dans le cadre de cette crise. Donc, l'être humain est connu pour sa capacité d'adaptation. Il s'adapte. Mais un leader, moi, comme je dis, il ne s'agit pas forcément de proximité physique, il s'agit de proximité intellectuelle, de proximité par rapport à qui est mon collaborateur, à qui est mon équipe. OK? Je pense que c'est… Et puis, franchement, hein, moi, si j'ai éventuellement un conseil à donner aux gens et à me donner même à moi, c'est qu'aujourd'hui, à travers cette crise, nous sommes amenés à développer une autre compétence qui n'est pas forcément l'adaptation, c'est la capacité à se projeter dans le futur. Parce que, en fait, c'est notre projection future qui va nous donner de l'assurance et de la motivation pour pouvoir continuer. Et puis, en même temps, nous avons besoin de nous sentir en sécurité. Si on n'a pas cette capacité à se projeter positivement dans le futur, on aura peur. Et là, dans quelques jours, on va être déconfiné. Il y a des gens qui ont peur de sortir, qui se disent « Ah, sortir, je risque d'attraper la maladie. » Si j'ai une projection négative de mon avenir, forcément, je ne vais rien faire pour pouvoir concrétiser mes objectifs. Donc, s'il vous plaît, apprenez à développer votre projection future. On peut éventuellement programmer, d'ailleurs, j'ai prévu une vidéo dans ce sens qui va être partagée sur le net par rapport à la projection future, qu'est-ce qui me freine et comment est-ce que je peux la déployer. OK? Personnellement, je vois cette crise était plutôt un voyage d'exploration de soi, puisque bon, ça vient avant la visualisation et la vision du futur pour projeter tout ce qu'on peut faire après, mais c'était vraiment un grand chamboulement d'émotions et de grands changements radicaux, je dirais. Oui, effectivement, hein, la première étape de toute compétence, de toute relation, c'est la conscience et la connaissance de soi. Et souvent, on a été dans la distraction, on a été dans le parasitage des réseaux sociaux, dans le parasitage de l'ensemble de des tablettes, aussi des écrans, et on a oublié de se recentrer sur soi parce que notre principal outil, hein, par rapport à nos objectifs, c'est pas les écrans, c'est pas les réseaux sociaux. Notre principal on va dire, outil, c'est nous. Hein. Et si je n'ai pas pris le temps de me connaître, si je n'ai pas pris le temps de voir qui je suis et de voir de quoi je suis capable, forcément, quand je vais me fixer un objectif, je vais patauger. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont arriver à atteindre leurs objectifs. Il y a d'autres personnes qui vont garder des objectifs sous forme de rêve. Donc, ils vont en rêver, mais pas forcément agir pour pouvoir les concrétiser. Mais agir, ce n'est pas forcément aller entreprendre des actions, parce qu'il y a des gens qui entreprennent des actions. Mais avant d'entreprendre l'action, c'est important que je puisse travailler sur mon état intérieur. Je cède la parole aux participants s'ils ont d'autres questions à poser pour qu'on puisse clôturer. Une question. C'est en relation encore avec le Covid et plus précisément, comment peut-on utiliser l'intelligence émotionnelle dans le cadre de la gestion de crise? Par exemple, comment convaincre un membre de mon équipe qui est habitué aux relations physiques ou plus précisément communiquer avec les personnes de manière directe, comment le convaincre à rester en contact avec nous pendant cette pandémie de manière virtuelle. Et c'est ça ma question. Alors, si j'ai bien compris ce que tu me dis, c'est comment rassurer les gens qui ont besoin de contact physique par rapport à cette distanciation sociale. Oui, exactement. OK. Alors, si j'ai besoin de contact physique et que ça me permet de m'épanouir, c'est bien. Je note ça comme étant une priorité. Mon épanouissement, c'est une priorité. Mais je pense que par rapport à la distanciation, l'objectif, c'est que je puisse être en sécurité et en bonne santé. C'est une autre priorité. Alors, à votre avis, quelle est la priorité à classer en premier? Forcément la sécurité, forcément la bonne santé. Donc, si je dois choisir entre boire
de l'eau parce que c'est ce qui va me permettre d'être en vie ou d'aller, on va dire, m'afficher en piscine, je pense que le choix est clair. Hein. Je préférais boire de l'eau parce que c'est ma santé qui est en jeu. Donc, c'est que je puisse leur permettre de prendre conscience que ce n'est pas une privation de l'autre, parce qu'effectivement, les gens risquent de l'apercevoir de cette façon. Nous sommes privés d'être en contact avec les autres. Mais non, en fait, ce n'est pas une privation, c'est une protection de qui nous sommes, déjà de notre santé, et puis aussi de cette interaction qui risque d'être nocive aussi bien pour moi que pour l'autre. Le jour où effectivement, par rapport à cette crise de santé, où on va avoir l'assurance que les choses se passent beaucoup mieux, qu'on peut être dans la proximité, ça va se faire. D'ailleurs, remarquez, hein, sur les 2 mois, on n'était pas forcément en mesure de travailler. Là, dans 10 jours, Inch'Allah, même pas, hein, les gens, ils ont commencé à ouvrir leur commerce. Progressivement, la distanciation sociale se fait, on va dire, s'estampe. Mais il va falloir prendre le temps de le faire. En fait, si je veux réellement agir par rapport aux personnes que j'accompagne, je vais leur dire comment est-ce que tu perçois le fait que tu es dans la distanciation sociale. S'ils le perçoivent négativement, il va falloir que je remplace cette perception, cette croyance par quelque chose de positif. Et en même temps, que je puisse lui prendre conscience que dans la vie, il y a des priorités. La première priorité que nous avons tous, c'est de nous sentir en sécurité et qu'on soit en bonne santé. Si je ne suis pas en sécurité et je ne suis pas en bonne santé, ça sert à quoi d'être en contact avec les autres? Je risque de les contaminer, ils risquent de me contaminer et finalement, l'interaction serait beaucoup plus une source de problèmes qu'autre chose. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. En fait, l'intelligence émotionnelle, elle nous parle de notre capacité à prendre conscience de nos croyances, de nos valeurs, de ce qui nous pousse à agir et d'aller agir dessus. Parce que qu'est-ce qui va nous mettre en colère, ce qui va nous rendre tristes, ce qui va nous rendre dans la peur ou dans la joie ou dans d'autres émotions, c'est la façon avec laquelle nous percevons ce qui se passe. Donc, c'est quelque part le sens que nous donnons à ce qui se passe. Et voilà, agissant sur ce sens. OK? Oui, merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Parce que oui, je vais devoir quitter dans quelques instants. J'ai un autre engagement, mais dites-moi, est-ce que vous avez encore une autre question? Je pense qu'il y a une dernière question. Avez-vous une chaîne YouTube ou page Instagram ou peu importe? Alors, j'ai une page Instagram, effectivement, dans laquelle j'ai commencé à être active depuis quelques temps. C'est Ikhlas Farran, coach. J'ai une chaîne YouTube, mais dans laquelle je ne suis pas active, et j'ai un profil site internet si vous souhaitez avoir une idée sur les prestations que je propose à mes clients. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager avec vous sur le chat le site. Comme ça, vous avez le site. Vous pouvez y jeter un coup d'œil. Et sur Instagram et sur LinkedIn, j'ai aussi, on va dire, une page qui se nomme Ikhlas Farhan. Voilà. Bon, sur ce, je tiens à vous remercier pour avoir accepté une autre collaboration. Et je pense que cette session a été une session réussite. Et je pense que même les participants ont pu tirer plusieurs leçons et ont pu même comprendre plusieurs aspects ou peut-être même corriger des aspects sur le leadership et l'intelligence émotionnelle. Bon, je vous remercie pour votre temps et merci pour les participants également de nous avoir d'avoir été présents. Voilà. Merci Salama, merci à toutes les personnes qui ont répondu présent à ce live. Je suis toujours, comme je le dis, sur
sur pas mal de mes publications. Je suis active et dévouée par rapport à tout ce qui peut m'aider à grandir et à faire grandir les autres. Donc, merci de m'avoir invitée et ravie d'avoir concrétisé cette collaboration encore une fois. Merci à vous. Au Au revoir. revoir à tous. Au Au revoir. revoir.